El Salvador, encore en l'an 2015, c'était de loin le pays le plus dangereux du monde. Dans cet état de seulement 6 millions d'habitants, on comptait alors plus de 100 homicides pour 100 000 habitants. En comparaison, ce chiffre était de 0,25 en Allemagne. Le petit État d'Amérique centrale abritait les gangs les plus célèbres du monde, dont le MS-13 et le Barrio 18, et le gouvernement n'avait aucun contrôle sur la majeure partie du pays. Le Salvador était considéré comme un État en faillite. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, la situation s'est inversée de 100 degrés. Le taux d'homicide n'est plus que de 0,4 par jour, le gouvernement a complètement repris le contrôle et même les touristes reviennent dans le pays. Le président salvadorien considère désormais son pays comme le plus sûr d'Amérique latine. Et d'autres pays d'Amérique latine copient aujourd'hui la politique du Salvador. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce changement radical? Comment le Salvador a réussi à réduire la criminalité et quels sombres secrets se cachent derrière le système salvadorien? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons voir comment le Salvador est devenu le pays le plus dangereux du monde. Dans les années 80 et au début des années 90, le pays s'est retrouvé dans une longue guerre civile. La guerre est née d'un conflit profondément enraciné entre un gouvernement répressif dominé par une élite et des groupes de guérilla de gauche qui exigeaient des réformes sociales et économiques. Ce conflit était caractérisé par une violence et une brutalité extrêmes. Les deux parties ont été responsables de violations des droits de l'homme et de massacres. Il y a eu de nombreuses victimes parmi la population civile, ce qui a entraîné le développement de profondes divisions sociales et politiques dans le pays. La guerre a entraîné une destruction massive, une stagnation économique et la perte de dizaines de milliers de vies. De nombreux Salvadoriens ont été contraints de quitter le pays, ce qui a créé une grande diaspora, principalement aux États-Unis. Après des années d'intenses négociations, un accord de paix a été signé en l'an 1992 sous la médiation des Nations Unies. Cet accord a mis fin à la guerre civile et devait poser les bases de la démocratie et de la reconstruction au Salvador. Tout semblait donc aller mieux. Pas vraiment, car la guerre a laissé un pays profondément divisé, avec des institutions publiques faibles, une pauvreté généralisée et une population traumatisée. Elle a également fait plus de 75 000 victimes et de nombreux Salvadoriens ont été déplacés ou se sont réfugiés à l'étranger. Ce qui restait, c'était de nombreux jeunes orphelins ou abandonnés. Et cela, combiné à un système éducatif inexistant et à des opportunités économiques très limitées, a créé un environnement dans lequel la criminalité et l'appartenance à un gang semblaient souvent être la seule issue pour les jeunes. Les gangs les plus célèbres ont été créés aux États-Unis par des immigrés salvadoriens. Dans les années 80, les deux gangs les plus célèbres, MS-13 et Barrio 18, se sont formés et se sont battus par la suite. Beaucoup de ces membres de gangs ont été expulsés des États-Unis dans les années 90 ou sont retournés volontairement dans leur pays d'origine après la fin de la guerre civile. Ils ont donc continué leurs activités criminelles au Salvador et se sont développés. Les gangs ont rapidement construit un réseau dans leur pays d'origine, ont recruté des jeunes locaux et se sont établis dans des communautés, souvent avec une violence brutale. Ils ont eu la main facile, car le nouveau gouvernement salvadorien a souvent agi de manière non coordonnée et inefficace face aux gangs bien organisés. De plus, il a été impliqué dans de nombreux scandales et la corruption, ainsi qu'une justice faible, ont contribué à ce que de nombreux crimes restent impunis, ce qui a encore miné la confiance de la population dans les institutions publiques. Des dizaines de milliers de personnes, surtout des jeunes, ont alors rejoint les réseaux criminels dans l'espoir d'une vie meilleure. De plus, grâce à leurs bons contacts avec les États-Unis, les gangs ont rapidement fait du Salvador l'une des principales plaques tournantes du trafic de drogue. C'est ainsi que la situation a continué à se détériorer dans les années 2000. En raison des guerres de gangs, du trafic de drogue et du crime organisé, l'État est devenu le pays le plus dangereux du monde, avec des taux d'homicide allant jusqu'à 100 par jour. Il ne semblait pas y avoir d'issue pour le pays, jusqu'à ce que tout change brusquement en l'an 2000. La population en avait assez de croire aux éternels mensonges et promesses d'amélioration des partis établis et un tremblement de terre politique s'est donc dessiné lors des élections. La longue domination des deux grands partis, l'Arena de droite et le FMLN de gauche, a été brisée et un jeune homme politique charismatique a remporté les élections présidentielles en tant que candidat en dehors des partis politiques traditionnels. Il s'agissait de Nayib Bukele. Il s'est présenté avec la promesse de lutter contre la corruption, de relancer l'économie et de mettre fin une fois pour toutes à la violence et au banditisme omniprésent. Et rétrospectivement, nous pouvons dire que cette fois-ci, il ne s'agissait vraiment pas de promesses en l'air, mais qu'il a tout fait pour mettre fin à la violence, sans se soucier des conséquences. Il a immédiatement déclaré un état d'urgence à l'échelle nationale, ce qui a permis aux autorités d'arrêter plus facilement les criminels et les suspects. En l'espace de 10 mois, près de 63 000 personnes ont été arrêtées et à ce jour, bien plus de 100 000.
C'est un chiffre incroyable pour une population de seulement 6,5 millions de personnes. Près de 2% de la population totale est en prison, ce qui en fait le pays qui compte le plus grand nombre de détenus par habitant au monde. C'est pourquoi Bukele a inauguré en janvier une nouvelle méga-prison dans le sud-ouest du pays, qui devrait pouvoir accueillir 40 000 détenus supplémentaires. Car le gouvernement poursuit sa politique. Toutes les personnes qui ont un lien avec les gangs sont immédiatement arrêtées. Ainsi, pour la première fois, la vie quotidienne est revenue dans les rues du pays, la criminalité a diminué de manière drastique et Bukele a également réorganisé le pays dans d'autres domaines. Il s'est concentré sur le renforcement de l'économie, y compris la promotion des investissements étrangers et le développement du tourisme et de l'infrastructure. Et ce, avec succès. Il s'est efforcé de repositionner le Salvador sur la scène internationale en établissant de nouvelles relations, notamment avec les États-Unis, et en présentant le pays comme un État progressiste et innovant. L'une de ces mesures a été l'introduction du Bitcoin comme moyen de paiement officiel. Grâce à son attitude autoritaire, il a également réussi à endiguer la pandémie assez rapidement et a mis en place de nombreuses initiatives pour améliorer le système d'éducation et de santé dans le pays au cours des dernières années. Mais ce succès a un prix élevé. Les arrestations arbitraires, les violences policières cruelles et les conditions de détention inhumaines sont monnaie courante. L'état d'urgence permet à la police de détenir provisoirement des personnes pendant 15 jours. Pendant cette période, de nombreuses personnes détenues ne connaissent pas les raisons de leur arrestation, elles ne peuvent pas compter sur la présomption d'innocence ni sur un procès équitable. C'est ainsi que de nombreux innocents se retrouvent dans les prisons brutales du pays. Car les prisons sont désespérément surpeuplées et les conditions de détention ont été réduites au strict minimum pour survivre. Il n'y a ni matelas ni couverture et les détenus ne possèdent absolument rien. Aucune perspective de libération non plus. Car le gouvernement parle de ne plus jamais laisser ces soi-disant terroristes dans les rues. Les gouvernements étrangers et les organisations de défense des droits de l'homme sont donc toujours horrifiés et parlent de conditions inhumaines. Et la police ne s'en prend plus seulement aux membres des gangs, mais aussi aux critiques du gouvernement. Ce qui nous amène à une autre critique du style de gouvernement de Bukele. On lui reproche d'être de plus en plus autoritaire et de vouloir établir un règne sans partage. Un exemple frappant est celui où il a utilisé l'armée pour faire pression sur le Parlement afin qu'il approuve une loi de financement. Les accusations de restriction de la liberté de la presse et d'application arbitraire de la loi pendant l'état d'urgence sont également récurrentes. Il est également difficile de vérifier de manière indépendante l'incroyable baisse de plus de 100 à seulement 0,4 homicides par jour. Mais une grande partie de la population semble être extrêmement satisfaite de son nouveau président et le remercie avec des taux d'approbation incroyables de 90%. Une réélection l'année prochaine semble donc très probable. Car en ce qui concerne la réduction de la criminalité des gangs, son système a été très efficace. Le pays autrefois le plus dangereux du monde s'est transformé en quelques années seulement en un modèle pour toute la région. Les pays voisins comme le Honduras et le Guatemala copient aujourd'hui le système de Bukele. La gauche copie le modèle à l'identique et lors des élections présidentielles au Guatemala cet été, tous les candidats se sont présentés avec la promesse d'endiguer la violence en suivant l'exemple du Salvador. Et même dans des pays comme la Colombie et le Chili, Bukele a de nombreux partisans qui voient dans sa stratégie le moyen le plus efficace de mettre fin à la violence et à la criminalité.